Mes chers amis, c'est une grande et belle réunion ce soir. D'abord, parce que vous êtes venus nombreux, ici, au-delà même de cette salle, celles et ceux qui nous entendent, que je vois là. C'est une grande et belle réunion parce que nous sommes en Bretagne. La région de toutes les conquêtes, la région de toutes les cultures, de toutes les histoires, la région capable de tant d'inventions, la région qui donne à la France ses usines, ses terres et aussi sa surface maritime, la mer, grâce à laquelle la France est une puissance. Merci la Bretagne. Merci à toi, Jean-Yves Le Drian, qui a conquis cette région. C'était en 2004, une belle année, 2004. Je suis ici à Rennes, une ville exemplaire. Merci Edmond Hervé de l'avoir bâtie ainsi. Merci à toi, Daniel Delaveau. Merci à tous les élus de l'agglomération, merci à tous les élus bretons, souvent de gauche, parce que la Bretagne, elle est à gauche. C'est une grande et belle réunion ce soir à Rennes, parce que Ségolène Royal est là, elle qui fut notre candidate en 2007, qui mena une campagne courageuse, audacieuse. Elle est là pour montrer à la fois la continuité, parce qu'aucun candidat ne part de rien. Il est l'héritier d'une longue histoire. Et la mienne, c'est celle de toute la gauche, capable, à des moments décisifs de son histoire, de donner à la France une espérance. Ségolène Royal, elle est là aussi comme symbole
Je l'écoutais. J'étais loin pourtant, j'étais sur l'île de la Réunion. Et j'apprenais qu'il avait promis à des jeunes qui étaient venus l'écouter une banque pour les jeunes. Comme si d'ailleurs, les jeunes voulaient un crédit. Non, ils ne veulent pas un crédit aujourd'hui, les jeunes. Ils veulent une formation, ils veulent un emploi, ils veulent un logement, ils veulent une dignité. Moi, il me fait penser à ces enfants un peu brouillons, à qui leurs parents offraient, pour de belles occasions, pas toujours pour Noël, une ardoise magique. Vous savez, ce petit matériel qui permettait aux enfants qui avaient du mal avec les mathématiques de faire des calculs qui ne tombaient jamais justes. Et qui ensuite, de guerre lasse, tiraient l'ardoise et tout disparaissait. Eh bien, cette fois-ci, la magie n'opère plus, mais l'ardoise, c'est nous qui allons en hériter. Mes chers amis, j'ai l'impression qu'on est là pour longtemps. Parce que je ne suis qu'au début de mon propos. Et j'ai tant de choses à vous dire. Je voulais d'abord vous parler de son bilan, puisqu'il n'en parle jamais. Or, il est doublement d'actualité. D'abord parce que l'élection présidentielle, c'est le moment de rendre des comptes. Mais aussi parce qu'il a annoncé qu'elle allait bientôt, demain, présenter son projet. Je vois votre impatience. Je mesure votre inquiétude. Je vais vous faire une confidence. Son projet, moi, je le connais. Et je vais vous le dévoiler. Vous gagnerez 24 heures. Son projet, c'est son bilan empire. Son projet, c'est de conduire la même politique 5 ans de plus, avec la même méthode, l'intolérance, l'inconstance et l'incohérence. Mais cette fois-ci, sans aucune contrainte, aucune limite, aucun tabou, puisque ce serait, dans l'hypothèse où il pourrait convaincre les Français, son ultime mandat. Et de la même manière qu'il escamote son bilan, il veut aussi cacher son projet. Et je vais ici vous le révéler. Son projet, c'est le démantèlement du droit du travail. C'est l'objectif, plus ou moins avoué d'ailleurs, des accords de compétitivité emploi, produits d'appel pour organiser tous les chantages, pour mettre fin, et c'est leur objectif depuis tant d'années, fin aux 35 heures, ne plus payer même les heures supplémentaires avec un tarif majoré. C'est-à-dire que ce second mandat serait sous le slogan « Travailler moins pour gagner moins ». Et avec demain une pression encore plus forte sur les salaires, et avec cette menace pour chaque salarié, s'il n'obtempère pas, de perdre son propre emploi.
Le projet caché, c'est aussi une augmentation des impôts sur tous les Français. Ça a commencé avec la TVA qui va passer de 19,6 à 21,2. Enfin, non, qui ne passera pas, puisque nous allons arriver, nous allons venir. Mais déjà, cette hausse de TVA a été précédée d'un gel du barème de l'impôt sur le revenu, qui a rendu imposables 200 000 nouveaux foyers fiscaux, les plus modestes. Les impôts vont augmenter de près de 50 milliards d'euros entre 2011 et 2016. La moitié de cette augmentation concerne des prélèvements déjà acquis, votés, mais qui ne sont pas encore appliqués. Voilà le programme fiscal caché du candidat sortant. Son projet, c'est l'austérité. Et c'est même un traité qui viendrait consacrer, et pour longtemps, l'austérité. Pas seulement parce qu'il prévoirait des disciplines, je les accepte. Des sanctions, elles sont nécessaires quand des États sont imprévoyants. Mais parce que ce traité renonce à la croissance, à l'emploi, à l'activité, à l'idée même que l'Europe pourrait être un espace de prospérité pour les prochaines années. Le candidat sortant a cédé à la chancelière d'Allemagne qui voulait ce traité. Eh bien, c'est votre vote, peuple français, qui allait permettre de faire sauter ce verrou et qui allait donner à l'Europe enfin une espérance de sortir de cette austérité imposée, interminable, pour donner enfin confiance au peuple dans l'Europe que nous aimons. Le projet caché, c'est l'attaque contre les collectivités locales. J'ai entendu les propositions qui sont faites. C'est en définitive de menacer les élus locaux s'ils ne mettent pas eux aussi des politiques d'austérité, de leur retirer les dotations de l'État. Si ces élus n'appliquent pas la règle du non-remplacement d'un fonctionnaire sur deux partant à la retraite, ils perdraient, ces collectivités, ces élus, le bénéfice des dotations auxquelles ces élus et ces collectivités ont droit. Et qui en seraient les premières victimes? Les Français qui perdraient les services collectifs ou qui se verraient imposer de nouveaux prélèvements. Le projet caché, c'est l'attaque contre les syndicats, ces gêneurs, ces empêcheurs, ces porteurs de pancartes. Mais en définitive, accuser les syndicats, c'est agresser les salariés, parce que ce sont les salariés qui ont mandaté les syndicats pour les défendre, pour leur donner mandat de porter leurs revendications. Le projet du candidat sortant, c'est la poursuite de la dégradation de l'éducation nationale, avec de nouvelles suppressions de postes, mais avec aussi la remise en cause du collège unique, avec l'autonomie des établissements, avec la fin des concours nationaux de recrutement d'enseignants, et pour l'enseignement supérieur, le relèvement des droits d'inscription. Je comprends mieux l'idée de la banque des jeunes. Prêter aux étudiants pour qu'ils puissent payer des droits qui aujourd'hui sont limités et qui demain seraient à discrétion des universités. Le projet caché, ce sont les assurances privées qui prendraient progressivement la place de la sécurité sociale. C'est l'affaiblissement des mutuelles, de la garantie de remboursement qui jusqu'à présent était acquise pour tant d'assurés sociaux et qui aujourd'hui ne parviennent plus à accéder à la santé. Voilà le projet caché. Le candidat sortant prétend qu'il a changé. Il n'a pas changé de projet, c'est le même. Il n'a pas changé de personnalité, je vous le confirme, c'est la même. Il ne changera pas de comportement, c'est le même.
Le voilà, candidat du peuple. Vous avez vu, vous? Un candidat du peuple soutenu à ce point par le patronat français, par le MEDEF. Mais il ajoute aussi une méthode qu'il n'avait pas pu utiliser durant le quinquennat qui vient de s'achever. Une méthode qui peut avoir sa force, sa légitimité, c'est le référendum. Et cette fois-ci, qui serait utilisée pour diviser les Français. Qu'un référendum soit un jour décidé, et je peux en avoir aussi demain la responsabilité sur les institutions, sur les transferts de souveraineté, ça fait partie de notre Constitution. Mais faire des référendums sur les étrangers, avec quelles questions? Y en aurait-il trop ou pas assez? Sur les chômeurs, pour qu'ils travaillent? Sur les partenaires sociaux, parce qu'ils n'obtempèrent pas suffisamment? Sur les élus, les collectivités locales, parce qu'ils ne se soumettent pas? Sur la justice, parce qu'elle deviendrait curieuse? Ce n'est pas une prolongation de mandat qui est sollicitée, c'est un changement de conception même de la République. Eh bien, mesdames, messieurs, chers amis, c'est une autre direction que je vous demande de choisir. C'est un autre chemin qu'il convient d'emprunter. Et c'est pourquoi nous sommes là réunis. C'est pourquoi, avec vous, avec des millions de femmes et d'hommes, nous nous battons pour que l'avenir soit différent de notre présent, pour que nos enfants trouvent leur place dans une République pleine, entière, respectueuse. Mon message est simple ce soir, et je le répéterai autant de jours qu'il conviendra. Il faut changer, changer d'avenir, changer de politique, changer de président. Je veux être le président du redressement, le président de la justice, le président du rassemblement, le président de la jeunesse de France. Depuis plusieurs mois que j'ai reçu l'investiture du Parti socialiste et des radicaux de gauche grâce aux primaires citoyennes, je n'ai jamais dévié. Je n'ai jamais changé de cap. La cohérence est la condition de la confiance. La constance est la marque du respect. Voilà un an, j'ai annoncé ma candidature. C'était en Corrèze, dans ma ville de Tulle. Là où, à défaut de Racine, j'ai ma légitimité, celle du suffrage universel. Je l'ai fait parce que j'ai ressenti au plus profond de moi-même l'ardente responsabilité de m'engager pour mon pays, pour qu'il se rassemble, j'allais dire pour qu'il se ressemble de nouveau, pour qu'il soit à la hauteur de son histoire. Une histoire glorieuse qui a inspiré le mouvement du monde. J'avais dit que je rassemblerai les socialistes et au-delà, tous ceux qui se reconnaissent dans notre démarche, dans notre projet, dans notre promesse. Je l'ai fait. C'était au soir du vote des primaires. J'avais dit que je rendrais public mon projet avant la fin du mois de janvier. Je l'ai fait. C'était au Bourget, 60 engagements pour la France. Chacun peut les consulter, les partager, les évaluer, les chiffrer, les contester, les approuver aussi, les diffuser, c'est très important. Tout est connu, rien n'est tu, tout est chiffré, rien n'est dissimulé.
Et quand il le faut, je peux préciser mes propositions. Il m'est même arrivé, si je puis dire, le mot est peut-être mal choisi, de les enrichir. Par exemple, quand, scandalisé par les rémunérations d'un certain nombre de patrons du CAC 40, en hausse de 35% dans l'année 2010, alors que le pouvoir d'achat des Français stagne, j'ai proposé une imposition de 75% à partir d'1 million d'euros. Certains s'en sont offusqués. M'ont dit, mais ils vont partir. Mais pourquoi donc? S'ils sont payés à ce prix, c'est déjà pas mal. Et puis ils servent leur pays. Et puis ces hommes, ces femmes qui sont à la tête des plus grandes entreprises de France, nous devons les respecter. Ce sont des patriotes. Et eux aussi doivent respecter l'effort qu'ils demandent à leurs propres salariés. Mais cette proposition a eu un avantage. Elle permet de donner plus de clarté aux choix qui nous sont présentés. Je m'explique. Quand on gagne plus d'1 million d'euros avec le candidat sortant, on reçoit un chèque du Trésor public. Ça s'appelle le bouclier fiscal. Maintenu jusqu'à aujourd'hui et qui sera peut-être rétabli, si affinité. Avec moi, si je deviens le prochain président de la République, quand on gagnera plus d'1 million d'euros, ce sera l'inverse. On fera un chèque au Trésor public. Ça s'appelle la justice fiscale. J'avais dit que j'engagerais un travail pour préciser quand et comment mes engagements seraient mis en œuvre. J'ai demandé à Laurent Fabius, qui n'est pas le moins inexpérimenté d'entre nous, de préparer ce calendrier, les modalités, les premières mesures que nous pourrions prendre, la première année du changement, si les Français m'accordent leur confiance. Nous devons être prêts, et je le remercie, dès la première heure de notre nouveau mandat, pour agir, pour changer, pour donner confiance. Et je vous le dis ce soir à Rennes, nous sommes prêts. Prêts à agir, prêts à décider, prêts à changer. Et je vais vous dire ce soir ce que seront les 6 premiers mois de mon quinquennat. Chacune pourra choisir, là encore, en connaissance de cause. Le changement commencera tout de suite, pas seulement dans les mots, dans les actes. 3 principes me guideront. La cohérence, celle du projet, celle de la décision, celle de l'action. Tenir le cap, ne pas dévier. Le second principe, c'est la clarté. Tout sera dit. Et si des difficultés nouvelles ou inattendues surgissaient, je le dirai aux Français. Et je ne ferai aucune promesse que je ne serai capable de tenir, car je ne veux pas décevoir, je ne veux pas abaisser la politique, abîmer la parole publique. Et le troisième principe, c'est la rapidité. Parce que quand il y a urgence, quand nos concitoyens vivent l'épreuve, la souffrance, la dureté des temps, les pouvoirs publics, ceux qui ont reçu mandat du suffrage universel, doivent prendre des mesures tout de suite. La première décision que j'aurai à formuler, ce sera de composer un gouvernement. Avec un Premier ministre, rendez-vous compte, qui ne sera pas un collaborateur, mais qui sera le chef d'une équipe.
d'une équipe composée d'autant de femmes que d'hommes. D'une équipe où aucun ministre ne pourra être en même temps à la tête d'un exécutif local. Une équipe où sera strictement respecté un code de déontologie. On ne pourra plus, par exemple, être ministre et trésorier d'un parti. Ça porte malheur, d'ailleurs. Un gouvernement qui sera responsable devant le Parlement, parce que c'est aussi sa légitimité. Un gouvernement qui sera composé de 15 pôles ministériels, avec une capacité d'action. Le président présidera, le gouvernement gouvernera, c'est si simple, et le Parlement délibérera, et les partenaires sociaux négocieront. Et le chef de l'État sera le chef de l'État. Il aura, dès les premiers jours du prochain mandat, des décisions lourdes à annoncer sur le plan international. L'un des premiers rendez-vous sera le G8 aux États-Unis, les 18 et 19 mai. Si j'en ai reçu, par la volonté du suffrage universel, la responsabilité, je réaffirmerai au nom de la France ma fermeté à l'égard de l'Iran, dont la course vers l'arme atomique doit être arrêtée, comme la prolifération nucléaire. Je demanderai également, dans ce G8, à tous les pays de porter solidarité aux nations de la Méditerranée, celles où s'est produite la transition démocratique, là où doit être respectée la volonté des peuples, à l'écart des dérives autoritaires ou des tentations intégristes. Le lendemain viendra le sommet de l'OTAN. Il se tiendra à Chicago. J'y annoncerai à nos alliés le retrait des troupes françaises d'Afghanistan. Nous y sommes allés il y a plus de 10 ans. C'était la décision conjointe de Jacques Chirac et de Lionel Jospin, à la suite de l'agression du 11 septembre 2001 contre les États-Unis, pour faire barrage à un régime, celui des talibans, qui avait abrité Al-Qaïda. Mais à partir de 2008, j'ai refusé la décision qui a été prise de renforcer notre présence et de faire jouer à nos armées un rôle qui n'était pas le leur. Eh bien, je l'annonce ici, il n'y a pas de solution militaire en Afghanistan. J'organiserai ce retrait en bon ordre, en assurant la sécurité de nos soldats et en pleine concertation avec nos alliés. Un mois plus tard, se tiendra le Conseil européen. J'ai dit, et je le réaffirme ici, que je n'approuve pas le traité budgétaire. Non pas parce qu'il a été signé par le candidat sortant, ça ne suffit pas, et je respecte la continuité de l'État. Je le refuse aujourd'hui parce que ce traité est dépourvu de la dimension de croissance indispensable et qu'il ne donne aucune perspective à l'Europe. Je ferai tout pour le modifier. On me dit, mais vous ne pourrez pas compter sur l'appui des conservateurs. C'est possible. Mais tant de progressistes regardons dans notre direction. Et même parmi les conservateurs, j'en connais qui ne nous le disent pas, mais qui le pensent, et qui préfèrent, à mon avis, notre arrivée plutôt que son maintien. Parce que ces conservateurs savent bien que l'Europe a besoin d'énergie, de force, de capacité industrielle. Et donc, si ce traité n'était d'ailleurs pas renégocié, il ne pourrait pas être ratifié par le Parlement. Lors de ce même Conseil européen,
je proposerai que l'Union se rassemble sur un nouveau projet, une communauté de l'énergie, pour faire monter les énergies renouvelables, la transition écologique, l'efficacité énergétique, l'innovation en tous ces domaines. Et je ferai aussi en sorte que la politique agricole commune, qui tient tant aux agriculteurs bretons, puisse être préservée avec des conditions environnementales qui puissent aussi permettre cet équilibre entre la production nécessaire et le respect de la nature. Mon premier déplacement, ensuite, en tant que chef de l'État, sera pour me rendre à Berlin. L'amitié entre nos deux pays, France et Allemagne, a toujours fait avancer l'Europe, mais à une condition, c'est que ce rapport reste équilibré, que chacun fasse une part du chemin. À nous, les Français, de remettre un peu d'ordre dans nos comptes publics et d'améliorer notre compétitivité. Nous le ferons, mais aux Allemands aussi de prendre conscience que leur pays ne peut pas rester un îlot de croissance dans un océan de stagnation, que la solidarité n'est pas un problème, mais la solution pour l'Europe. Et je proposerai à la chancelière d'Allemagne, 50 ans après le traité de l'Élysée qui avait été signé par le général de Gaulle et Konrad Adenauer, oui, je proposerai un nouveau temps, un nouveau cycle pour renforcer les liens entre la France et l'Allemagne et pour donner une dimension, une perspective à l'avenir de l'Union européenne. Je le ferai en pensant aux jeunes générations d'Europe qui nous espèrent. Et puisque je reviens aux jeunes générations, le prochain chef de l'État aura une seule priorité, la jeunesse. Un grand ministère d'État consacrera cette ambition. Le candidat sortant avait voulu innover. C'était en 2007, souvenez-vous-en. Il avait évoqué un ministère de l'identité nationale et de l'immigration. Il pensait que c'était conforme à notre histoire. Eh bien non. Moi, je propose un ministère de l'éducation, de la jeunesse, de l'avenir, parce que c'est ça notre histoire et c'est ça aussi notre futur. Avant même que les élections législatives n'aient donné leurs résultats. Car je rappelle qu'après la présidentielle, il y a des élections législatives. Ce serait trop bête de gagner la première et de ne pas emporter les secondes. Donc, d'ici les élections législatives, si vous m'avez donné mandat d'agir, je ne perdrai pas mon temps. Je ne resterai pas enfermé. J'agirai tout de suite pour le pouvoir d'achat. Le prix des carburants sera bloqué 3 mois. L'allocation de rentrée scolaire revalorisée de 25%. Les loyers seront encadrés dans les zones où la tension existe pour la première location ou la relocation. Les sanctions pour les communes qui ne respectent pas le quota nécessaire de logements sociaux seront multipliées par 5. Toujours au mois de juin, une caution solidaire sera instaurée par décret pour que les jeunes puissent accéder enfin au logement et améliorer
leur vie quotidienne. J'agirai aussi pour la justice sociale, en permettant, là encore par décret, à ceux qui ont commencé à travailler tôt, qui ont toutes leurs annuités, de partir à la retraite à 60 ans. Au début du mois de juillet, des mesures d'urgence seront prises pour préparer la rentrée scolaire, parce qu'il y a tout à craindre pour le mois de septembre, avec les suppressions de postes qui sont déjà prévues et qui seront effectives. Nous reviendrons sur certaines fermetures de classes, et notamment par rapport aux RASED, qui doivent être soutenus, encouragés, parce qu'il s'agit des élèves les plus en difficulté. Nous recruterons, à défaut de professeurs à ce stade, puisqu'il n'y aura pas de concours, 2000 assistants d'éducation. Nous constituerons un corps de personnel chargé d'assurer la prévention, la lutte contre les incivilités, les violences, et notamment dans certains établissements. Des dispositions d'urgence seront prises pour la formation des 14 000 professeurs néo-titulaires qui auront un stage pour ne pas les exposer tout de suite, sans préparation, à l'exercice du métier le plus difficile qui soit, qui est de transmettre le savoir. À la mi-juillet, déjà renforcé par une majorité législative, nous préparons le projet de loi de programmation et d'orientation pour l'éducation nationale et l'enseignement supérieur, parce que je me suis fixé un objectif: faire reculer l'échec scolaire et élargir la réussite. Moi, je n'accepte pas que 20% d'une classe d'âge, 150 000 jeunes, puissent sortir de l'école sans aucun diplôme, sans aucune qualification. Tout au long de mon quinquennat, j'agirai pour réduire ce chiffre et pour parvenir à tout le moins à ce que seulement 10%, et c'est déjà trop, d'une classe d'âge puisse sortir ainsi de l'école sans avoir la capacité de réussir immédiatement sa vie. En juillet, une grande conférence sera organisée avec les partenaires sociaux que je respecte. Patronat et syndicats débattront des grands sujets du quinquennat: l'emploi des jeunes, la formation, la souffrance au travail, le partage de la valeur ajoutée. Et j'introduirai dans cette discussion, pour préparer la prochaine loi, les contrats de génération. Ces contrats qui vont permettre aux seniors de rester dans l'emploi et qui vont permettre à des jeunes d'être embauchés avec des contrats à durée indéterminée. Mais vous ne savez pas tout encore. Dès que le Parlement pourra être convoqué et réuni, il sera en session extraordinaire. Je m'engage à ramener le déficit public à 3% de la richesse nationale. Il y aura une loi de programmation qui affichera l'objectif d'un retour à l'équilibre en 2017. Je demanderai au Premier président de la Cour des comptes de recenser l'ensemble des économies possibles dans la mise en œuvre de la dépense publique. La croissance de nos dépenses ne dépassera pas 1%, mais 3 budgets seront reconnus prioritaires: l'éducation, la sécurité, la justice, et pour les hôpitaux, la santé. Le Parlement continuera à travailler
peut-être même jusqu'au 4 août. Ça tombe bien. Ça sera la réforme fiscale, la fin des privilèges. Nous plafonnerons les niches fiscales, rétablirons l'impôt de solidarité sur la fortune, abaisserons l'impôt sur les sociétés des petites entreprises, augmenterons aussi l'impôt sur les plus grandes, nous privilégierons l'investissement, nous taxerons un certain nombre de groupes pétroliers et financiers et nous supprimerons la TVA sociale, non, la TVA du candidat sortant, 13 milliards qui seront restitués aux ménages. À l'automne, une grande loi de sécurité bancaire sera votée. Elle séparera les activités de dépôt, de crédit, dont nous avons besoin, des activités spéculatives. Elle interdira, cette loi, les produits toxiques, les activités bancaires dans les paradis fiscaux. Et le financement des PME sera amélioré grâce à un livret d'épargne industrie qui sera à la disposition de tout le réseau bancaire, dont nous doublerons le plafond pour que les entreprises qui innovent, qui embauchent, qui exportent, qui investissent puissent accéder au crédit. Nous favoriserons aussi l'économie sociale, solidaire, dont nous avons besoin. Et nous créerons la banque publique d'investissement en liaison avec les régions pour développer les entreprises. Toujours à l'automne, si vous me suivez encore, nous ferons voter une loi de développement économique avec la prévention et la lutte contre les licenciements boursiers. Nous introduirons des contrats de relocalisation des activités. Les aides aux entreprises seront conditionnées à l'activité en France, à la production en France, à l'investissement en France. Et nous demanderons le reversement des aides qui ont été versées en cas de délocalisation sauvage ou de fermeture d'entreprise. Dans cette même loi, nous introduirons une notation sociale. C'est bien une agence de notation, pas simplement pour les États, pas simplement pour les appels au marché financier, non, une agence pour noter les bons comportements en matière sociale, en matière environnementale. Eh bien, il y aura aussi cette évaluation pour les plus grandes entreprises. Et nous introduirons des salariés au comité de rémunération des grands groupes et au conseil d'administration et de surveillance des grandes entreprises. Dans cette même loi, nous imposerons l'égalité salariale entre les femmes et les hommes. Et là encore, les entreprises qui ne se mettront pas en conformité avec ces principes, avec ce devoir d'égalité, perdront là encore le bénéfice d'exonération de cotisations sociales. Améliorer la vie quotidienne, c'est aussi agir pour la sécurité. Oh, je n'annoncerai pas de nouvelles lois. Rendez-vous compte. Nous ne savons plus combien il y en a eu, tant elles ont été annoncées, préparées dans la hâte, votées et parfois corrigées aussitôt publiées. 16, me dit-on. J'entendais le candidat sortant qui annonce des lois comme si c'était lui qui les votait. Toujours cette confusion des pouvoirs. Il ne sait peut-être pas qu'il y a un Parlement. Là, il avait annoncé un certain nombre d'alourdissements de peine, parce qu'à chaque fait divers, il agit en annonçant des lois, toujours des lois. Et là, il était en repentance.
Il disait j'ai eu tort parce que j'en avais voté une qui prévoyait l'aménagement des peines inférieures à 2 ans. Mais il faudrait mettre inférieur à 1 an. Puis après, un autre fait divers l'amènera à dire qu'il faut aménager les peines inférieures à 6 mois, à 3 mois, à 2 mois. Non, il nous faut appliquer les lois de la République, permettre qu'il y ait des moyens pour la justice, pour la protection judiciaire de la jeunesse, pour la police, pour la gendarmerie, pour les zones de sécurité prioritaires, là où il y a des violences, là où il y a des quartiers qui sont laissés à l'abandon. Oui, la gauche, elle considère que la sécurité, c'est la première des libertés et qu'elle n'est pas contraire à la liberté dès lors qu'elle est une sécurité républicaine. Nous aurons aussi à réviser la Constitution. Ce sera fait avant la fin 2012 pour faire souffler un esprit démocratique. Car il ne peut pas y avoir de changement durable s'il n'y a pas une société en mouvement. Et d'abord, s'il n'y a pas d'exemplarité. Le statut pénal du chef de l'État sera révisé afin de le rendre responsable pour les actes commis en dehors de l'exercice de ses fonctions. Et pour ma part, je n'ai rien à craindre pour le financement des campagnes électorales. La Cour de justice de la République sera supprimée afin que les ministres soient jugés comme des citoyens, parce que les ministres sont des citoyens. L'indépendance de la justice sera garantie. Les magistrats du parquet seront nommés par le Conseil supérieur de la magistrature lui-même, rendu indépendant. La démocratie sociale sera reconnue dans la Constitution. Aucun texte ne pourra être délibéré par le Parlement s'il n'a pas reçu avant la concertation avec les partenaires sociaux. Nous introduirons aussi, si c'est nécessaire, dans le texte fondamental, le non-cumul des mandats. Et le droit de vote des étrangers aux élections locales, parce que nous en avons pris l'engagement depuis tant d'années, et parce qu'il n'y a rien à craindre, parce qu'il ne s'agit pas de reconnaître une citoyenneté, mais tout simplement un principe de résidence. Qui paye des impôts en France depuis 5 ans doit participer à la vie locale. Et ça ne changera rien à la nature de notre République et à notre capacité de décider nous-mêmes de notre avenir. J'introduirai aussi, si le Parlement en convient, les principes de la loi de 1905 sur la séparation des Églises et de l'État dans la Constitution. Pour que nous donnions encore plus de force à ces principes, parce que nous avons besoin, dans ce moment, de la laïcité qui n'a pas besoin d'être ouverte, qui est la laïcité républicaine, celle qui garantit la liberté de culte, la liberté de croyance, la liberté de conscience, mais qui permet aussi à chacune et à chacun de vivre ensemble avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, et qu'on ne vient pas nous chercher chicane là-dessus. Moi, je l'écoute, le candidat sortant, je connais son refrain et même les paroles. Quant à la musique, elle n'adoucit pas mes mœurs. Mais il revient toujours sur des choses fausses, les piscines à Lille, la nourriture halal dans les écoles, et que sais-je encore? Non! La laïcité, c'est le respect, mais c'est aussi l'obligation de vivre ensemble de la même manière. Et je n'ai pas de leçons à recevoir, parce que ces faits-là, je les récuse.
Je n'ai pas de leçon à recevoir de celui qui, ministre de l'Intérieur, est allé devant un congrès d'une organisation qui s'appelle l'UOIF, qu'il dénonce aujourd'hui, où il s'est exprimé avec d'un côté les hommes et de l'autre côté les femmes. Pas de leçon à recevoir de celui qui avait prononcé cette phrase qui est dans tous les esprits, où il disait que le curé ou le pasteur, pour lesquels j'ai grande considération, avait plus d'autorité que l'instituteur ou le maître. Non, mes chers amis, la République, elle n'a rien à concéder. Et nous sortirons de cette épreuve avec plus de République, avec plus de France, et pas avec moins de République et moins d'esprit de la France. Et de la même façon, la République n'a rien à craindre. Et je ferai, dans cette révision constitutionnelle, voter une disposition qui permettra de ratifier enfin la charte des langues régionales pour que les langues, sans qu'elles menacent la langue officielle, la plus belle langue qui soit, la langue française, ces langues régionales puissent être diffusées et enseignées. Voilà, mes amis, ce que je propose. Voilà ma cohérence. Cohérence de dire aux Français dès à présent les mesures que nous prendrons sitôt élus. Cohérence qui est de lancer dès la première année le changement, les réformes de structure qui permettront de remettre la France sur les rails pour enfin être maître de notre destin. La cohérence pour préparer la croissance de demain, pour innover, pour investir, pour renforcer les entreprises, pour redresser nos comptes. La première moitié du quinquennat sera entièrement mobilisée pour le redressement du pays, à travers ces réformes profondes, structurelles, durables. Le second temps du quinquennat, ce sera le fruit des efforts que nous aurons réalisés dans la justice. Il faut produire pour répartir, il faut créer pour distribuer. Et puis, nous allons innover, nous partagerons les gains de la croissance, les gains de l'activité retrouvée. Un quinquennat pour le changement. Mais il y aura deux actes majeurs que je voudrais engager vite pour donner toute la force à nos territoires. Un nouvel acte de décentralisation pour donner plus de responsabilités aux régions en matière de développement, d'emploi, de logement, pour renforcer la cohésion territoriale, pour clarifier les responsabilités, moderniser la fiscalité locale. Nous conclurons un contrat, un pacte de confiance avec les territoires. J'ai confiance dans les territoires de France. Je sais ce que la Bretagne pourrait faire encore de mieux, de plus fort, si on lui donnait tous les moyens pour assurer son développement, son effort de recherche et d'innovation. Et le deuxième acte, qui vaut pour les générations futures, c'est la transition écologique, énergétique. Une loi, là encore, sera soumise au Parlement pour préserver les ressources naturelles, la biodiversité et l'eau. L'eau qui est un bien essentiel et non pas une marchandise. Nous moderniserons l'industrie nucléaire. Nous sécuriserons au maximum les installations sur le territoire. Je dis ça pour rassurer le candidat sortant qui, vous avez vu, est parti dans un tour de France, qui ne l'amènera pas en Bretagne, vous n'avez pas de centrale nucléaire. Mais lui, il fait la tournée des centrales. Pas des centrales syndicales, des centrales nucléaires. Et il laisse penser aux salariés de ces centrales que leur avenir serait menacé. Eh bien non! Une seule centrale, qu'ils m'entendent bien, une seule fermera durant le prochain quinquennat. Mais en même temps, moi, mon devoir, c'est de faire monter les énergies nouvelles. C'est de faire monter le solaire, l'éolien, en mer, la biomasse, la géothermie, et ici en Bretagne, les houles, les marées, bref, tout ce qui peut faire l'autonomie énergétique.
Voilà, mes chers amis, je ne veux pas vous retenir toute la nuit. Vous insistez, je vais le faire. Parce que nous avons tant à réaliser ensemble après le 6 mai. Mais voyez-vous, je vais vous appeler à la réalité. Nous n'y sommes pas encore au 6 mai. Et avant le 6 mai, il y a le 22 avril. Voilà le changement que nous devons préparer. Voilà pourquoi, ici à Rennes, en Bretagne, j'appelle les Français aux urnes à venir voter massivement, dès le premier tour, pour le changement. Je m'adresse à ceux qui doutent, qui s'interrogent, qui se posent toujours des questions. Plutôt que de faire simple, qu'ils cherchent à être compliqués, qui se disent mais finalement à quoi bon venir au premier tour? Nous pourrons venir au second. Mais si on n'y est pas au second, c'est déjà arrivé. Moi je n'oublie rien. Et puis il y en a d'autres qui se disent à quoi bon? Est-ce que la politique peut encore changer mon destin? Est-ce que les marchés ne sont pas devenus plus forts? Eh bien moi je réponds non. La démocratie, elle est plus forte que les marchés. La République, elle est plus puissante que la finance. La France, elle est plus grande que la spéculation, parce que nous sommes la France, parce que nous sommes capables, et c'est notre idéal, de créer le mouvement. Nous avons à faire un effort comparable à ceux qui nous ont précédés, qui avaient affronté tant d'épreuves, que ce soit le Front populaire, au moment où les totalitarismes étaient là, que ce soit après la guerre, lorsqu'il fallait reconstruire la France, que ce soit même au début des années 60, quand il fallait décoloniser ce qu'on appelait encore l'Empire. Oui. Et puis il y a eu cette volonté humaine à chaque fois de nous relever en étant dignes de notre histoire et capables d'inventer des solutions pour demain. Oui, le bel effort qui fut aussi celui de François Mitterrand pendant toutes ces années avant de conquérir, de gagner, de parvenir enfin à la présidence de la République. Et l'effort qui fut le sien, avec ici des hommes et des femmes qui l'ont accompagné, oui, de mettre en mouvement le changement en 1981, de faire avancer nos libertés, le progrès social, de donner des pouvoirs nouveaux à nos territoires, de faire la décentralisation, de réaliser enfin les revendications que portaient depuis tant d'années un certain nombre de mouvements sociaux, féministes. Oui, de faire aussi en sorte que la France retrouve son honneur avec l'abolition de la peine de mort. C'est la gauche, toujours la gauche, qui a su vaincre, là encore, les réticences, les préjugés, les conservatismes. Eh bien, là encore, mes chers amis, c'est le même effort, la même volonté qui nous anime de faire avancer notre pays, de continuer le rêve français, le récit républicain, celui qui nous oblige à l'égard de nos enfants, de nos petits-enfants, de faire qu'ils vivent mieux que nous, parce que c'est notre devoir, parce que c'est notre réussite, parce que c'est l'aspiration d'un pays. Mais ne croyez pas que nous allons y venir simplement par la force de notre conviction, par notre grandeur d'âme. Non, il va falloir nous battre. 18 jours nous séparent de l'élection présidentielle premier tour. Le candidat sortant de la droite est en fin de parcours.
Si, je vous le confirme. Mais il va tenter. C'est son tempérament, c'est son caractère. Nous devrons lui répondre, mais pourquoi? Alors que vous êtes au pouvoir depuis 10 ans, que depuis 5 ans vous avez échoué avec une constance, une régularité, une récurrence, une obstination même, qui devrait normalement vous écarter. Pourquoi arriveriez-vous, pour les 5 prochaines années, à faire ce que vous n'avez pas réussi pendant les 10 dernières? Oui, poser cette question, c'est donner la réponse. Mais il ne suffira pas, mes chers amis, à susciter le rejet, à dénoncer le candidat sortant. Il nous fait faire bien mieux que cela, lever une espérance. J'ai la passion de l'intérêt général, j'ai l'amour de mon pays. Dans cette campagne, aujourd'hui comme demain, ou dans la responsabilité qui me serait confiée, j'ai toujours les mots que Jean Jaurès avait prononcés un jour de 1903 dans un lycée d'Albi où, jeune agrégé de philosophie, il avait remis des prix. À l'époque, on remettait encore des prix. Ce n'était pas la noise magique, c'était des livres. Et il avait prononcé cette phrase: le courage, c'est d'agir et de se donner aux grandes causes, sans savoir quelle récompense réserve à notre effort l'univers profond, et si même il lui réserve une récompense. Eh bien, la promesse de Rennes, la promesse que je vous fais, à vous tous et à tous les Français, c'est d'aller chercher cette récompense à travers le suffrage universel. C'est de donner toute ma force, toute mon énergie pour être à la hauteur de cette exigence. Vous me le demandez. Chaque fois que je parcours ici vos rangs, vous me dites courage, courage. Je vous le donne. Vous me dites tenez bon, je m'accroche. Vous me dites allez jusqu'au bout, j'irai jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Ce n'est pas simplement le 6 mai, en passant par le 22 avril. Jusqu'au bout, ce sera le bout du mandat que vous m'aurez donné. Le changement, il est proche. Il arrive, il vient. Il est nécessaire, il est attendu. Rien, je dis bien rien ne pourra l'arrêter, sinon l'abstention, celle qui pourrait détourner des suffrages qui devraient venir vers nous. Sinon la dispersion que le candidat sortant cherche à entretenir. Je l'entendais l'autre matin faire des compliments au candidat du Front de gauche. Il admirait son talent, il est grand. Saluer ses propositions, il y en a d'intéressantes. Pronostiquer son succès, je me demandais, mais il allait voter pour lui? Alors, j'ai commencé à réfléchir, ça peut m'arriver. Je me suis dit, mais dans quel dessein fait-il autant d'hommage à Jean-Luc Mélenchon? À mon avis, il aime tellement la gauche, le candidat de droite, qu'il la voudrait diviser, séparer. Eh bien non, il n'y parviendra pas, parce que nous nous rassemblerons toujours pour gagner, pour la victoire.
C'est vrai que la gauche, c'est son histoire, c'est sa coutume, et là c'est à cause de nous, se présente dans toute sa diversité. Quand la droite, elle, s'unit, à degré ou de force, certains n'ont pas eu le choix. Ils ont voulu, ils n'ont pas pu. Et ceux qui pouvaient, ils ont été arrêtés. La droite, elle s'est réunie derrière son candidat, derrière son champion. Fut-il insupportable à beaucoup, y compris chez eux, qui le connaissent bien. Eh bien quand même, ils s'y sont mis derrière. Parce que pour eux, c'est le pouvoir qui est en jeu. Et le combat, il va être rude. Nous avons devant nous des adversaires puissants. La droite coalisée, les forces de l'argent. Oh, je ne parle pas de celles qui distribuent des enveloppes. Ça, c'est le vieux temps, l'ancien régime. Mais celles qui se versent à elles-mêmes des revenus indécents. C'est ça, les forces de l'argent. Et puis, il y a le conformisme, la peur. C'est le ressort du conservatisme. C'est comme ça qu'ils peuvent détourner des suffrages qui devraient se porter vers nous, vers la gauche, et qui, par crainte de perdre quelquefois rien, le peu que la droite ne leur a pas encore pris, eh bien, ces électeurs qui s'accrochent à ce qu'ils craignent de perdre si nous arrivions. Je les rassure, nous n'en prendrons rien. On nous dit, attention, la gauche revient. Elle va vider les caisses. C'est fait. Attention. Déjà, les lumières s'éteignent. La gauche, si elle revient, elle va augmenter la dette. C'est fait. La gauche, elle va dégrader la compétitivité. C'est fait. Eh bien, nous ferons tout l'inverse. Nous protégerons les Français. Nous redistribuerons davantage. Et nous appellerons la solidarité vers celles et ceux qui ont le plus pour permettre à la France de se redresser. Ne pensez pas que nous avons parti gagner à travers ces enquêtes d'opinion qui régulièrement annoncent notre victoire. Non. Le candidat sortant a capté une part des voix d'extrême droite. C'était bien ce qu'il recherchait. Et le voilà qui plastronne. Il fanfaronne. Il claironne. Toujours sa même méthode. Impressionner, intimider, inquiéter. Alors, je vous appelle au combat. Pas à l'indignation. Je vous appelle à la victoire. Cette victoire, nous devons aller la chercher tout au long des prochains jours. Cette victoire, nous devons en être dignes. Cette victoire, nous devons la mériter. Je regarde toutes les sensibilités, j'entends tous les vacarmes, je mesure toutes les colères, les urgences, les fracas. Je peux comprendre qu'il y ait un moment des exigences ou des refus. Mais moi, je suis le candidat qui doit permettre le changement en France. Et ce candidat-là, il a besoin d'avoir la force nécessaire dès le premier tour. Je suis candidat à l'élection présidentielle pour poursuivre l'histoire, pour écrire une nouvelle page, pour lever l'espoir, pour annoncer la conquête qui vient, pour préparer la France de demain, pour faire de la jeunesse le cœur de nos engagements. Je suis candidat pour que la France réussisse, pour que la France se redresse dans la justice. Je suis candidat pour l'alternance. Je suis candidat pour l'espérance.
Je suis candidat pour la France. Votez la victoire. Vive la Bretagne. Vive la République. Et vive la France.